millionnaire laisse tomber exprès un portefeuille rempli d'argent au milieu du trottoir, juste pour mettre à l'épreuve un petit garçon sans abri qui mendiait à cet endroit. Mais lorsque l'enfant ramasse le portefeuille et fait quelque chose de totalement imprévisible, l'homme s'agenouille par terre, pleurant comme un enfant. Auguste, un millionnaire connu dans la ville, autant pour sa fortune que pour son cœur généreux, conduisait calmement sa voiture de luxe dans les rues animées. Le feu de circulation devant lui passa au rouge et il s'arrêta. À peine une seconde plus tard, des petits coups rapides résonnèrent contre la vitre du côté conducteur. Surpris, il tourna la tête et se retrouva face à l'image d'un sans-abri. Le jeune homme semblait façonné par la misère. Ses vêtements étaient déchirés, sales, et le bras qu'il levait était aussi mince qu'un bâton sec. L'homme tendit la main, dans un geste clair et silencieux. Il demandait l'aumône. Auguste n'hésita pas une seule seconde. D'un simple clic sur le bouton du tableau de bord, la vitre s'abaissa doucement. Il sortit un billet de 100 € de son portefeuille et le tendit au sans-abri avec naturel. Le garçon reçut l'argent avec un sourire qui paraissait illuminer son visage, marqué par le temps et la pauvreté. Ses yeux brillèrent et, avec une émotion palpable dans la voix, il s'exclama. « Merci beaucoup, monsieur, merci infiniment. Vous venez de sauver ma journée. Je vais pouvoir acheter du lait pour mon fils. » Le millionnaire répondit au sourire avec gentillesse, fit un léger signe de tête et, remarquant que le feu était déjà passé au vert, il accéléra tranquillement, reprenant le flux de la ville. Mais, sur le siège à côté, son épouse, Pamela, affichait une expression de pur agacement. « Qu'est-ce qu'il y a, Pamela ?» demanda-t-il, en lui lançant un rapide regard avant de se concentrer à nouveau sur la route. Elle ne dissimula pas son mécontentement en répondant « Tu demandes encore ? Cette manie que tu as d'aider tout le monde, de donner de l'argent à ce genre de gens, quand comprendras-tu que si quelqu'un est dans la rue, c'est parce qu'il l'a choisi ?» Auguste inspira profondément et répliqua avec fermeté. « Mon amour, je ne crois pas qu'on choisisse de vivre dans la rue. » Mais Pamela n'était pas disposée à s'arrêter. « Tu as compris ce que je voulais dire, Auguste. Ces gens sont dans la rue parce qu'ils ont fait de mauvais choix. C'est la conséquence de leurs propres actes. Tu dois arrêter avec cette manie de distribuer de l'argent à n'importe qui. Tu crois vraiment que ce mendiant va acheter du lait ? Ah, bien sûr, il va plutôt acheter de l'alcool. » Elle fit une pause, respira profondément et continua sur le même ton dur. « Et en plus, tu sais bien comment sont les taux de criminalité de nos jours. À quoi ça sert de mettre des vitres blindées sur la voiture si tu ouvres la fenêtre au premier misérable qui passe ? Moi, je pense à notre sécurité. Le jour où quelqu'un pointera une arme ici dedans, tu verras bien ce que tu feras. » Auguste garda un ton calme, mais ferme. « Je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a des criminels partout, y compris en costume et cravate. Ce n'est pas parce qu'une personne vit dans la rue qu'elle est un délinquant. L'honnêteté n'a pas de classe sociale. Moi, sincèrement, je crois qu'il y a plus de gens honnêtes en bas qu'au sommet. » La voiture continua sa route, tandis que le couple discutait, jusqu'à ce qu'il se gare devant une boutique luxueuse de sacs à main. Pamela y avait commandé une nouvelle pièce pour sa collection, et c'était le moment d'aller la chercher. Alors qu'elle descendait de la voiture, ses yeux parcoururent le trottoir. C'est alors qu'elle vit quelque chose de curieux. Assis sur un morceau de carton, il y avait un garçon des rues. Il devait avoir environ 10 ans. Il portait des vêtements simples, sales, et une paire de lunettes de soleil trop grandes pour son petit visage. Mais ce qui attira le plus l'attention fut le moment précis où il se baissa avec agilité et ramassa une petite pièce tombée entre les pieds pressés des passants. Il la mit dans sa poche comme s'il avait trouvé un trésor. Pamela observa toute la scène avec attention. Quelque chose venait de s'allumer en elle. Quelques minutes plus tard, elle sortit du magasin avec son nouveau sac à la main et retourna à la voiture. En s'asseyant à nouveau à côté de son mari, elle l'empêcha de démarrer le moteur.
Attends, je veux faire quelque chose. Auguste arqua les sourcils, surpris. Tu vas encore acheter quelque chose? Elle nia d'un léger mouvement de tête. Non! Dans ce quartier, seule cette boutique me plaît. Mais ce n'est pas ça. Je veux te proposer un pari. Il fronça les sourcils, clairement intrigué. Quel genre de pari, Pamela? Elle croisa les bras et répondit, d'un regard calculateur. Cette histoire de vouloir aider tout le monde, surtout des gens que tu ne connais même pas, ça me dérange. Ce n'est pas que je trouve mal d'aider, chérie, mais c'est dangereux. Puisque tu es si sûre que ces mendiants sont tous honnêtes, je veux te proposer un test. Pamela tendit alors le doigt et pointa discrètement vers le bout de la rue. Tu vois ce gamin des rues là-bas, au coin? Auguste accompagna la direction et secoua la tête en affirmant « Oui, je vois. » Elle expliqua alors son plan, d'un ton qui laissait entendre qu'elle connaissait déjà le résultat. Prends ton portefeuille. Laisse les papiers dehors, bien sûr, mais mets un peu d'argent dedans. Ensuite, marche vite et laisse-le tomber près du garçon, juste pour voir ce qu'il fait. Auguste esquissa un demi-sourire, commençant à comprendre où elle voulait en venir. Tu veux tester l'honnêteté du garçon, c'est ça? Exactement. Dit-elle convaincue. Ça peut être un autre mendiant, si tu préfères. S'il rend le portefeuille, je lui donnerai moi-même une belle somme. Et de plus, je ne t'embêterai plus pour ça. Maintenant, s'il disparaît avec le portefeuille, alors tu arrêteras avec cette histoire de donner de l'argent aux inconnus. Tu pourras continuer à aider des institutions, mais ouvrir la fenêtre de la voiture pour donner de l'argent dans la rue, ça s'arrêtera. Tu verras qu'il n'existe pas de mendiants honnêtes. Un silence plana quelques secondes dans la voiture de luxe, jusqu'à ce qu'Auguste tende la main doucement vers sa femme et déclare avec fermeté « Marché conclu. Mais ce sera toi qui verras qu'il y a de l'honnêteté là où on s'y attend le moins, Pamela. Tu vas te casser la figure. » Elle haussa un sourcil avec ironie et répliqua sans hésiter. « J'en doute fort. » Sans rien ajouter, le millionnaire posa les yeux sur la silhouette du garçon, assis au coin du trottoir, à quelques mètres. Il sortit son portefeuille en cuir, l'ouvrit soigneusement et retira tous les documents personnels et les cartes de crédit. Il laissa seulement environ 1 000 € en billets pliés, referma le portefeuille et se prépara à sortir. Pamela, les bras croisés, lâcha un commentaire venimeux. « Le gamin va avoir la grosse part du gâteau. Il va voler tout ton argent. Mais au moins, après ça, tu apprendras que ces gens sont tous des escrocs. Ils sont dans la rue parce qu'ils le méritent. » Le millionnaire ne répondit pas. Il descendit de la voiture d'un pas ferme, portant le portefeuille discrètement dans la main. Il se dirigea vers le garçon, qui avait la tête penchée et la main tendue. Sans s'arrêter, sans même établir de contact visuel, l'homme s'approcha et au moment précis où il passa à côté du garçon, laissa tomber le portefeuille volontairement, comme s'il avait heurté quelqu'un par inadvertance. Depuis le siège passager, Pamela suivait toute la scène avec une attention absolue. Téléphone à la main, elle commença à filmer. Le cadrage montrait parfaitement le garçon assis, avec ses lunettes de soleil sur le visage et les jambes croisées sur le carton. Elle capta l'instant où le garçon remarqua l'objet au sol, tendit la main et prit le portefeuille avec une agilité surprenante. Le garçon secoua la tête d'un air agité, comme confus, et plongea la main dans le portefeuille. En sentant le volume des billets, il glissa discrètement la main dans la poche de son short élimé et cacha le contenu sans attirer l'attention. Pendant ce temps, Auguste avançait lentement. À chaque pas, l'espoir le consumait. Il se retourna légèrement, regardant discrètement par-dessus son épaule. Mais le garçon restait là, immobile. Il demeurait assis au même coin, la main tendue vers les passants, comme si rien ne s'était passé. L'homme d'affaires inspira profondément, ressentant un poids étrange dans la poitrine. Il fit demi-tour et revint à la voiture en silence. Dès qu'il entra, Pamela, avec un sourire présomptueux, commença. « Je te l'avais dit, il n'y a pas d'honnêteté chez ces gens, mon amour. Regarde. »
Elle retourna l'écran de son téléphone vers lui et appuya sur Play. Les images montraient clairement le portefeuille tombant, le garçon, le ramassant, fouillant à l'intérieur, découvrant l'argent et cachant le tout dans sa poche. Il t'a volé. Tu vois qu'il y avait un paquet et qu'il a caché le portefeuille pour que personne ne le retrouve. Ces mendiants ne valent rien. C'est pour ça qu'ils vivent comme ça. On ne peut même pas faire confiance à un enfant, chérie. Je te l'avais dit. Dit-elle d'un ton chargé de supériorité. Auguste fixa l'écran un instant, puis il écartait le téléphone et poussa un profond soupir, visiblement déçu. Oui, peut-être que tu as raison, mon amour. Peut-être que je ne devrais pas faire autant confiance aux gens. Pamela prit sa main et parla avec douceur. Tu peux me faire confiance. Je veux toujours ton bien, mon amour. Peu après, elle attrapa la poignée de la porte, prête à sortir. Auguste trouva ce geste étrange et demanda. Où vas-tu? Sans détour, elle répondit. Je vais reprendre ton portefeuille, évidemment. Il y avait 1 000 € dedans. Ce gamin ne mérite même pas une pièce de 100 centimes. Je vais le reprendre. Mais le millionnaire retint sa main fermement pour l'empêcher de sortir. Non, laisse-le. Ne faisons pas d'histoire pour cet argent. De toute façon, j'ai enlevé mes papiers et mes cartes. Il n'y a rien d'important là-dedans. Laisse-le au garçon. On s'en va. Pamela fronça le visage, visiblement contrariée, mais elle n'insista pas. Elle s'adossa au siège et, en silence, le couple reprit la route vers le manoir où ils vivaient. Tous deux sans se rendre compte que ce simple test était sur le point de changer leur vie à jamais. Mais avant, il fallait revenir un peu en arrière. Quelques heures plus tôt, alors que le soleil commençait à poindre dans le ciel et que la ville s'éveillait, Pierre, un petit garçon des rues, était allongé sur un carton froid sur un trottoir de béton. Encore ensommeillé, il sentit soudain un jet d'eau glacée frapper son visage. Il toussa, se débattit et s'assit, effrayé. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda le garçon, essayant encore de comprendre ce qui l'avait réveillé. Un homme à l'expression dure, propriétaire d'une boutique voisine, répondit brutalement. « Ce qui se passe, sale malheureux, c'est que si je te retrouve encore une fois en train de dormir devant ma boutique, je te balance dans le camion poubelle. Allez, dégage d'ici, sale gamin. » Pierre tâtonna le sol de ses mains, désespéré de retrouver ses maigres possessions. Il chercha à l'aveuglette jusqu'à mettre la main sur son vieux sac à dos, ses lunettes de soleil et le manche de balai usé qu'il utilisait comme canne. Tout en ramassant ses affaires, il dit d'une voix tremblante. « Désolé, monsieur. C'est que je suis malvoyant. Je n'avais pas vu que j'étais devant la boutique. » L'homme s'approcha encore plus en hurlant. « Arrête tes excuses, morveux. Allez, disparais et ne reviens plus jamais ici. » L'enfant, les mains tremblantes, mit ses lunettes sur son visage, serra fermement le manche de balai et commença à marcher précipitamment, se guidant par les sons, les pas et les souvenirs du trottoir. En chemin, il heurta une femme bien habillée qui réagit avec dégoût. « Fais attention où tu marches, sale gosse. » Pierre, d'une voix basse, répondit. « Désolé, je ne vois pas bien. » Mais la femme ne montra aucune compassion. « Ah, va donc, petit menteur. » répliqua-t-elle en s'éloignant déjà avec répulsion. Pierre poursuivit sa marche le long du trottoir, se collant au mur des boutiques et des maisons, comme s'il cherchait un abri au milieu du béton froid de la ville. Il avançait lentement, avec prudence, le manche de balai en avant comme guide et comme bouclier. Ses pieds lui faisaient ça mal, et son ventre grondait bruyamment, en protestation constante. Le garçon n'avait presque rien mangé la veille, et savait probablement qu'il ne mangerait pas beaucoup ce jour-là non plus. « J'espère avoir un peu plus de chance aujourd'hui. » murmura-t-il pour lui-même, essayant de garder espoir. Après une longue marche, il trouva un coin tranquille dans la rue,
loin des portes des commerces, mais près d'un endroit fréquenté. Là, personne ne l'expulserait. Il installa le carton qu'il transportait toujours avec lui et s'assit. Le béton était chaud sous le soleil, mais c'était mieux que d'être chassé encore une fois. Les premières personnes commencèrent à passer par là, pressées, ignorant tout autour. Pierre tendit la main d'une voix basse, presque un murmure parmi les bruits de la ville. « S'il vous plaît, juste une petite pièce, s'il vous plaît. » Pour beaucoup, il était invisible. Mais Pierre y était déjà habitué. Il n'avait jamais connu ce qu'était un foyer, n'avait jamais eu de nom de famille. La rue avait toujours été sa seule adresse. Son premier souffle avait été presque dans une benne à ordures, où il avait été abandonné alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Une sans-abri l'avait trouvé ce matin froid et avait été choquée. « Mon Dieu, mais qui abandonne un petit bébé comme ça ?» dit-elle à l'époque, en prenant le nouveau-né dans ses bras. La femme comprit vite la raison de l'abandon. Le bébé avait une couche blanche et laiteuse sur les yeux, une masse opaque qui recouvrait complètement ses iris. Il n'y avait aucun doute. Pierre était aveugle. Malgré tout, elle l'éleva avec le peu qu'elle avait. Elle faisait l'impossible pour le nourrir, le protéger, le réchauffer durant les nuits glaciales. Mais la vie dans la rue exige son tribut, et la femme partit bien trop tôt. Pierre resta seul. D'autres sans-abri tentèrent de l'accueillir un temps, mais un par un, tous disparurent. Faim, maladie, froid. La rue ne pardonne pas, mais Pierre survécut. Peut-être par force, peut-être par miracle. À 10 ans, il était un survivant, un enfant qui ne voyait le monde qu'en ombre, mais ressentait chaque rejet avec une cruauté limpide. Ce jour-là, assis sur son carton, le petit garçon n'avait réussi à obtenir que 3 pièces de 10 centimes. Il savait que cela suffisait à peine pour la moitié d'un vieux pain sec. Pourtant, il garda la main tendue, ne percevant que des silhouettes passer devant lui. « S'il vous plaît, une petite pièce. J'ai tellement faim. » murmura-t-il encore une fois, la voix brisée. Personne ne s'arrêtait. Personne ne regardait. Le soleil était déjà haut et le trottoir était brûlant. Pierre se sentait épuisé. Les gens poursuivaient leur vie, trop occupés pour remarquer ce garçon invisible. Les yeux cachés derrière ses vieilles lunettes de soleil, il commença à penser à voix basse. « Jusqu'à quand ça va durer? Est-ce que je vais mourir de faim comme mes amis? Mon Dieu, pourquoi je ne peux pas voir? Si je pouvais voir ne serait-ce qu'un peu, je pourrais travailler, faire quelque chose. Est-ce que je devrais tout abandonner? » Une larme chaude coula sur sa joue. Pierre ôta ses lunettes pour tenter de l'essuyer, mais c'était inutile. D'autres larmes suivirent, mouillant sa joue. Les mots sortirent, douloureux, étouffés par chaque sanglot. « Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi ça doit être ainsi? J'aurais tant voulu, tant voir, tant avoir une maison, une famille, quelque chose à manger. » Il pleura en silence. La ville continua d'ignorer sa souffrance. Il pleurait non seulement à cause de la faim, mais pour tous ceux qui étaient partis, pour tous ceux qui l'avaient traité comme de la merde, pour toutes les nuits où le froid semblait plus fort que l'espoir. Mais alors il respira profondément. Il remit ses lunettes et murmura avec conviction. « Je dois rester ferme. Un jour, je sortirai de là. » C'est à cet instant précis qu'un bruit différent se fit entendre. Ce n'était ni des pas pressés, ni des klaxons, ni des voix au loin. C'était le son de quelque chose qui tombait sur le sol, près de lui. Un objet plus lourd, étouffé par l'impact contre le ciment. Pierre tourna légèrement la tête vers le bruit. « Qu'est-ce que c'était ?» dit-il tout bas, en tâtonnant le sol avec ses mains. Ses doigts rencontrèrent un objet rectangulaire, en cuir. Il le prit délicatement,
essayant d'identifier de quoi il s'agissait. C'est un portefeuille. Murmura-t-il, étonné. Avec précaution, il ouvrit la fermeture et sentit du bout des doigts ce qu'il y avait à l'intérieur. Des papiers pliés. Non, ce n'était pas que des papiers. C'était de l'argent. Beaucoup d'argent. Et il est plein d'argent. Pendant un instant, son esprit fut envahi d'images. Une assiette chaude de riz et haricots. Une couverture neuve. Une paire de chaussures. Une couverture contre le froid nocturne. Des lunettes neuves qui apaiseraient un peu la douleur de ses yeux sensibles. Cela pouvait être la chance de vivre correctement pendant quelques semaines. Manger vraiment. Dormir sans trembler de froid. Même acheter quelque chose pour l'aider à marcher. Mais la pensée ne dura que quelques secondes. Pierre referma le portefeuille et sans hésiter, le glissa dans sa poche. Mais pas pour voler. Cet argent n'est pas à moi. Je dois trouver le propriétaire. Il doit y avoir une carte, un papier ou un numéro de téléphone dans le portefeuille. Je vais trouver le propriétaire. Je ne peux pas dépenser ce qui n'est pas à moi. Pierre resta assis au même coin du trottoir, le portefeuille toujours soigneusement rangé dans la poche de son short élimé. Il réfléchissait attentivement à chaque étape qu'il devrait suivre. Il savait, par expérience, qu'il ne pouvait pas simplement se lever et partir en demandant à qui était cet objet. On l'avait déjà trompé d'autres fois. Il se souvenait bien de la dernière fois. Un homme avait affirmé être le propriétaire d'un billet que Pierre avait trouvé. Puis il l'avait simplement arraché de sa main avec brutalité, disparaissant dans la foule. Non, il ne referait pas cette erreur. C'est mieux de rester ici, bien tranquille, murmura-t-il, gardant la main tendue comme si rien ne s'était passé. Il continuerait de mendier, attendant que le véritable propriétaire apparaisse pour chercher le portefeuille perdu. Si personne ne venait, peut-être qu'un document à l'intérieur l'aiderait à savoir quoi faire. Les heures passèrent lentement. Le garçon écoutait tout attentivement, essayant de saisir n'importe quel bruit différent. Une voix qui chercherait quelque chose de perdu, un mot-clé. Mais rien. Personne ne s'approchait, personne ne parlait d'un portefeuille. Le temps s'écoulait comme du sable entre les doigts, et le soleil, peu à peu, déclinait dans le ciel. C'était déjà la fin de l'après-midi, quand Pierre décida de se lever. Il rassembla ses maigres affaires, son sac à dos léger comme le vent, le manche de balai qui l'aidait à marcher, et ses pensées. Il avança à pas lents, sentant dans l'air l'odeur appétissante des restaurants voisins. Son estomac réagit immédiatement, grognant fort. Il s'arrêta un instant, plongea la main dans la poche et sortit les pièces qu'il avait reçues pendant la journée. Il compta une par une, 30, 50, 80. Ça ne faisait même pas 1 euro. Peu après, sa main toucha l'autre poche. Le portefeuille était encore là, lourd, avec de vrais billets à l'intérieur. Il suffisait d'en prendre un seul, juste un, et il aurait une assiette chaude, du riz, des haricots, un morceau de viande, un dîner digne. Mais cette pensée disparut presque instantanément. Non! Celui qui a perdu ce portefeuille doit en avoir grand besoin. Et moi, je ne suis pas un voleur. Dit-il fermement, tout bas, pour lui-même. Sans réfléchir 2 fois, il continua jusqu'à une petite échoppe sur le trottoir. Là, un homme plus âgé vendait des fruits déjà abîmés, des bananes tachées, des pommes cabossées, mais qui avaient encore un peu de valeur. Pierre s'approcha prudemment et tendit la main avec ses pièces, sans trop lever la tête. « Est-ce que ça suffit pour acheter une banane et une pomme, monsieur ?» Le vendeur le regarda de haut en bas, sans montrer de sympathie. Il attrapa une banane noire et une pomme molle, les jeta dans les mains du garçon, sans cacher son mépris. « Tiens, maintenant, dégage d'ici, ou tu vas faire fuir les autres clients. »
Allez. Pierre serra les fruits avec précaution et répondit à voix basse. D'accord, je m'en vais. Mais malgré tout, il sourit. Un sourire simple, presque imperceptible, mais sincère. Bon, au moins, je ne vais pas dormir le ventre vide. Peut-être que demain j'aurai plus de chance. Murmura-t-il en s'éloignant. Il marcha quelques mètres avant de trouver un coin caché entre deux murs. Là, seul, il s'assit et mangea ses fruits. Cela suffisait pour tromper la faim, même si ça ne la calmait pas vraiment. Plus apaisé, il reprit le portefeuille. Aucun mouvement suspect autour, aucune silhouette rapide. Seulement le silence, interrompu par des klaxons lointains et des voix au loin. Il doit bien y avoir un document ici. Quelque chose qui aide à trouver le propriétaire de ce portefeuille. Dit-il en ouvrant l'objet avec ses petites mains calleuses. Mais plus il fouillait, plus il ne trouvait. Que de l'argent. Billets et encore billets, soigneusement pliés. Aucun papier d'identité. Aucun document. Hein? Mais qui se promène sans aucun papier? Se demande-t-il, le front plissé. Ses doigts touchèrent alors quelque chose de différent. Un papier plus épais, rectangulaire, aux bords lisses. Une carte. Pierre passa ses doigts dessus avec précaution, essayant d'identifier ce que cela pouvait être. Mais qu'est-ce que c'est? Ce bout de papier pouvait être son unique piste. Il savait qu'il ne pourrait pas lire ce qui y était écrit. Il réfléchit, puis prit une décision. Il retourna vers l'échoppe de fruits. Il attendit un moment, écoutant les voix et les pas. Quand il sentit que le mouvement avait diminué, il s'approcha avec précaution. L'homme leva les yeux et grogna déjà. « Toi encore, gamin ?» Pierre, le cœur battant, expliqua avec sincérité. « Excusez-moi, je sais que vous m'avez demandé de partir, mais j'ai besoin d'un service, et vous êtes le seul que je connaisse par ici. » Il tendit la main, la carte entre les doigts. « Vous pouvez voir s'il y a quelque chose écrit dessus? Une adresse? Un nom? Un numéro de téléphone ?» L'homme prit la carte sans beaucoup de patience et la lut, le front plissé. « Bon, c'est une carte de visite. D'une entreprise chic, cabinet d'avocat Auguste Machado. Il y a une adresse, rue des Fleurs, numéro 72, centre-ville. » Il fit une pause et regarda le garçon avec curiosité. « J'ai déjà entendu parler de ce cabinet. C'est l'un des plus renommés du pays. Où as-tu trouvé cette carte ?» Pierre ne voulut pas compliquer. Il secoua seulement la tête et dit « Ah, elle traînait par terre. Merci beaucoup, monsieur. Massé. » Il le remercia d'un signe de tête et partit, plus pressé cette fois. En marchant, les paroles de l'homme résonnaient dans son esprit, comme un rappel qu'il devait mémoriser. Cabinet d'avocat, Auguste Machado, rue des Fleurs, numéro 72. Tcha, est-ce qu'en allant à cette adresse, je trouverai le propriétaire du portefeuille? Se demande-t-il en pensée. Ainsi, Pierre décida. Le lendemain, il essaierait. Après tout, il était assez proche du centre. Ce serait comme une mission. Et il n'avait pas beaucoup de missions dans la vie, à part survivre. Ça va être difficile, mais j'y arriverai. Qui sait? En le rendant, le propriétaire me donnera une assiette de nourriture. Rien que ça. Ça vaudrait la peine. Cette nuit froide, Pierre s'allongea de nouveau sur le carton mince qui lui servait de lit, dans le même coin silencieux de la rue. Il se recroquevilla, les bras serrés contre lui, le vent cinglant sa peau et l'obscurité pour seule compagnie. Il serrait le portefeuille comme on garde un trésor, non pas pour sa valeur, mais pour le poids de la responsabilité qu'il représentait. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un manoir luxueux, le dîner était servi avec des couverts en argent et des assiettes en porcelaine. Dans la grande salle à manger, illuminée par un lustre étincelant, Auguste baissait la tête.
Madame Marthe, la mère de Pamela, remarqua vite l'ambiance et demanda d'un ton inquiet « Qu'est-ce qu'il y a, Auguste? Tu sembles abattu aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose à l'entreprise ?» Mais avant que le millionnaire ne puisse répondre, Pamela s'avança avec dédain. « Non, maman, ce n'est pas l'entreprise. Ce qui s'est passé, c'est qu'Auguste et moi avons fait un pari et il a perdu. » Madame Marthe arqua les sourcils, intriguée. « Un pari? Quel genre de pari? » Pamela raconta alors toute l'histoire, détaillant le plan et comment le garçon des rues n'avait pas rendu le portefeuille. À la fin du récit, la dame, qui portait un fort préjugé enraciné, commenta avec conviction. « Ah, alors c'est pour ça, Auguste. Il était temps que tu réalises que ces mendiants ne valent rien. » Auguste secoua la tête, comme si ces mots lui faisaient mal à entendre. Je pense encore que c'était un cas à part. Et puis, qui sait ce que le garçon vivait pour ne pas rendre le portefeuille? On ne sait jamais. Mais Pamela coupa le doute aussitôt. « Ne viens pas essayer d'annuler le pari, chérie. Je t'ai montré que ces gens ne sont pas fiables. » Il soupira seulement et retourna manger en silence. Après le dîner, il monta dans la chambre, s'isolant avec ses propres pensées. Avant de le suivre, Pamela resta seule avec sa mère, qui renforça son opinion. « Tu as tout à fait raison, ma fille. Tout comme toi, tu as changé. Tu as cessé d'être naïve. Ton mari doit changer aussi. Nous faisons partie de l'élite maintenant, et on ne peut pas se mélanger avec n'importe qui. » Peu après, Pamela entra dans la chambre. Auguste la regarda, et durant quelques secondes, hésita. Puis il dit d'une voix ferme et directe. « Quand est-ce que tu es devenue si froide, Pamela ?» Elle croisa les bras et répliqua avec hauteur. « Je ne suis pas froide. Je suis seulement pratique et je fais les choses correctement. Je ne suis plus gentille avec tout le monde, et je n'aiderai pas ceux qui ne le méritent pas. Mais finissons-en avec ce sujet. » « Finissons, » répondit Auguste, secrétaire. Tous deux s'allongèrent. Pamela s'endormit rapidement, mais Auguste resta les yeux ouverts, fixant le plafond. L'image du garçon ne quittait pas son esprit. Il y avait quelque chose dans ce gamin, quelque chose qui le touchait profondément et qu'il ne comprenait pas encore. Les heures passèrent, alors que dans le manoir, tout le monde dormait sous le confort de la richesse. À un autre point de la ville, Pierre s'éveillait au premier son du matin. Klaxon, moteur de bus, pas pressé. Il s'étira avec difficulté, ramassa ses maigres affaires et se leva, guidé par son vieux manche de balai. « Bon, aujourd'hui, je vais au centre pour voir si je trouve le propriétaire de ce portefeuille. Il y a tant d'argent dedans, la personne doit en avoir besoin. » dit-il pour lui-même, décidé. Il marcha lentement, s'arrêtant pour demander son chemin à des inconnus. La plupart du temps, il était ignoré. Mais parfois, il recevait une indication brève et sèche. « Va par là, gamin !» disaient certains. Même ainsi, il continua avec détermination. Après avoir marché longtemps, à pas lents, évitant les obstacles, se guidant seulement par les ombres et les sons, il arriva enfin au centre-ville. Là, il demanda la rue des Fleurs, numéro 72. Il insista, marcha encore un peu, trébucha sur les trottoirs irréguliers, glissa sur le bord du trottoir. Mais après de longues minutes d'effort, quelqu'un lui montra un bâtiment de verre et d'acier avec une immense plaque à l'entrée. C'était l'endroit. « C'est ici. Le propriétaire du portefeuille doit travailler ici. » murmura Pierre, essoufflé. Alors, il respira profondément et fit un pas courageux à l'intérieur de l'édifice. Dès qu'il franchit la porte, ses pieds sales sur le sol poli, ses haillons contrastant avec l'environnement élégant, un agent de sécurité remarqua sa présence et écarquilla les yeux, choqué. « Qu'est-ce que ce gamin sale fait ici? Il va faire fuir tous les clients !» vociféra-t-il en avançant déjà. Pierre n'eut même pas le temps de réagir. Il sentit des bras puissants l'agripper brutalement. « Sors d'ici tout de suite !» cria le garde.
Doucement. Je suis juste venu rendre quelque chose. Tenta d'expliquer le garçon, effrayé. L'homme grogna avec mépris. Qu'est-ce qu'un mendiant crasseux comme toi aurait à rendre? Sors d'ici, allez, ou je vais devoir utiliser la force brute. Pierre essaya de résister, tenta de s'expliquer, mais le garde commença à le traîner dehors. Au milieu de la confusion, ses lunettes glissèrent et tombèrent au sol. Attendez, mes lunettes. J'ai besoin de mes lunettes. Le garde regarda l'objet au sol et, sans hésiter, posa le pied dessus avec force, brisant les verres en éclats. Ce fut exactement à ce moment-là qu'Auguste et Pamela arrivèrent à la réception de l'immeuble. En voyant la scène, Pamela s'avança, gênée par le vacarme. Que se passe-t-il ici? Le garde, tentant de garder contenance, répondit. Ce gamin des rues voulait envahir le cabinet, sûrement pour voler quelque chose, mais je suis déjà en train de le mettre dehors, Madame Pamela. Pamela n'hésita pas une seconde. Et qu'est-ce que tu attends? Sors-moi ce gamin d'ici tout de suite. Mais avant que l'homme ne puisse agir à nouveau, Pierre, déjà les yeux embués, cria désespérément. Non, attendez! Je n'allais rien voler. Je voulais juste rendre quelque chose que j'ai trouvé. J'ai besoin de mes lunettes. Je ne peux pas partir sans mes lunettes. La voix de Pierre résonna dans tout le grand hall imposant de l'édifice. C'était comme un cri qui transperçait le silence pesant de cet endroit élégant. Auguste, qui jusque-là observait la scène paralysé, se réveilla comme s'il recevait un choc. « Lâche le garçon !» ordonna-t-il fermement, sa voix grave résonnant dans l'espace. Pamela tenta d'intervenir, surprise par le ton de son mari. « Mais... chérie ?» Il se tourna vers elle avec un regard sérieux et répondit, sans laisser de place à la discussion. « Pas de mais, Pamela. Bon sang, qu'est-ce qu'un gamin comme lui pourrait faire contre quelqu'un? Nous sommes dans un cabinet d'avocats, l'un des plus renommés du pays. Nous devrions savoir qu'on ne traite pas une personne ainsi, peu importe qui elle est. Allez, lâche le garçon, garde !» Le garde hésita une seconde, mais finit par relâcher Pierre à contre-cœur. Le garçon, encore effrayé, s'agenouilla au sol et commença à tâtonner désespérément le sol lisse à la recherche de quelque chose. Ses doigts trouvèrent vite les restes de ses lunettes, brisées là même. Il serra les morceaux dans ses mains tremblantes, les yeux pleins de larmes. La douleur ne venait pas seulement de l'humiliation ou de la frayeur, mais de la perte d'un objet vital pour sa survie. Mes lunettes, elles sont toutes cassées. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Murmura-t-il entre les sanglots, serrant les éclats comme s'il essayait de les recoller. Le garde, les bras croisés, détourna le regard et grogna froidement. « Personne ne t'a dit de les faire tomber, ce n'est pas ma faute. » Auguste ne supporta pas de voir ça. Il s'agenouilla à côté du garçon et parla avec une empathie sincère. « Je vais t'acheter de nouvelles lunettes. » Mais avant que Pierre ne puisse réagir, Pamela coupa. « Auguste, qu'est-ce qu'on avait convenu ?» Il n'hésita pas une seconde. « Peu importe ce qu'on avait convenu. Ces lunettes se sont cassées à l'intérieur de notre entreprise et nous allons assumer ce dommage. » À cet instant, Pierre leva le visage pour la première fois, se tournant vers la voix d'Auguste. Le millionnaire, en le voyant de près, resta figé. Un frisson parcourut son corps. Il reconnut le garçon. C'était lui, le même que la veille. Et maintenant, face à face, il pouvait voir clairement, les yeux laiteux, sans éclat, recouverts du voile blanc de la cécité. Pamela le reconnut aussi. Son expression passa de la stupeur à l'incrédulité. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, presque sans voix. C'est à ce moment-là que Pierre sortit une carte de son poche et la tendit à Auguste, avec humilité et la voix nouée par l'émotion. « Je ne voulais rien voler ici, monsieur. Je le jure. Je voulais seulement rendre ce portefeuille. Quelqu'un l'a laissé tomber près de moi hier. Mais comme je ne vois presque rien, seulement des ombres,
Je n'ai pas vu qui c'était. Je l'ai gardé en espérant que quelqu'un viendrait le chercher. Comme personne n'est venu, j'ai essayé de trouver un document. J'ai trouvé une carte avec le nom et l'adresse de cette entreprise. J'ai demandé à un monsieur de me la lire. Et je suis venu ici pour la rendre. Ce portefeuille appartient à quelqu'un d'ici et il est plein d'argent. J'ai imaginé que la personne pouvait en avoir besoin. Je le jure. Je le jure que je ne suis pas un voleur et que je ne voulais causer aucun problème. Je voulais seulement le rendre. Auguste resta paralysé quelques secondes, regardant le portefeuille comme si c'était un objet sacré. Il le prit avec des mains tremblantes et, en l'ouvrant, vit que l'argent était encore là. Chaque billet, exactement comme il l'avait laissé. Pamela s'approcha aussi et regarda à l'intérieur du portefeuille. Ses yeux s'écarquillèrent. « Ce n'est pas possible. Je n'y crois pas. » murmura-t-elle. Auguste fixa les yeux du garçon et la voix brisée par l'émotion dit « Ce portefeuille est à moi. Merci beaucoup de l'avoir trouvé et gardé pour moi. » Puis, il sortit tous les billets de l'intérieur du portefeuille et les tendit au garçon, avec un sourire de gratitude. Comme récompense pour ton honnêteté. Pierre, cependant, fit un pas en arrière et secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire. Vraiment pas. Je voulais juste un plat chaud, si vous pouviez m'en offrir un. Et j'aimerais tellement réparer mes lunettes. Je ne peux pas supporter le soleil directement dans mes yeux. Une paire bon marché. Si vous pouviez m'aider pour ça, je vous serais éternellement reconnaissant. » Pendant un instant, le silence envahit la pièce. Puis, de manière inattendue, Pamela fit un pas en avant. Son expression, autrefois dure, sembla s'adoucir. Elle regarda le garçon avec un nouveau regard. Peut-être pour la première fois, elle le voyait vraiment. « Laisse-moi faire, chérie. Je vais moi-même lui acheter de bonnes lunettes et quelque chose à manger. » Auguste regarda son épouse avec surprise. Mais au lieu de répondre par des mots, il se contenta de sourire. Pas un sourire de pari gagné, mais un sourire de quelqu'un qui venait d'être témoin de quelque chose de plus grand. Le cœur de sa femme commençait à se transformer. Pamela soupira et se tourna vers Pierre. « Mais avant d'acheter quoi que ce soit ou d'aller manger, tu as besoin d'un bain, jeune homme. » Puis elle se retourna vers le garde, toujours posté près de la porte, et ordonna d'un ton ferme. « Va acheter des vêtements pour le garçon. Il y a une boutique juste à côté. »« Oui, madame, » répondit l'homme en sortant rapidement. Peu après, Pierre était complètement transformé. Il avait pris un bain, avec l'aide de Pamela, et finissait d'enfiler des vêtements propres et neufs. Ses cheveux étaient coiffés, son visage lavé, et pour la première fois depuis longtemps, il se percevait différemment. Non pas avec ses yeux, mais grâce au sentiment de dignité. « Voilà, c'est bien mieux comme ça. » dit Pamela en ajustant le col du t-shirt du garçon. Pierre esquissa un sourire timide. Je ne sais même pas comment vous remercier. Auguste, qui se tenait à proximité, répondit avec sérénité. Tu n'as pas besoin de remercier. Le bref dialogue fut interrompu par un bruit soudain, un gargouillement. C'était le ventre de Pierre. Il posa les mains dessus et resta gêné. « Excusez-moi, c'est que je n'ai pas mangé un vrai repas depuis très longtemps. » Auguste s'approcha et posa la main sur l'épaule du garçon avec tendresse. « Eh bien, aujourd'hui, tu pourras manger tout ce que tu veux. » « C'est vrai ?» demanda Pierre, avec un sourire si spontané qu'il s'en étonna lui-même. C'était un sourire léger, plein d'espoir, et il ne se souvenait même plus de la dernière fois qu'il avait eu quelque chose de semblable sur le visage. Pamela, posant doucement la main sur son épaule, confirma d'un geste presque maternel. « Oui, c'est vrai. Tu peux manger ce que tu veux. » À cet instant,
Auguste observait sa femme avec un mélange de surprise et de tendresse. Cette attitude, si éloignée de la froideur qu'elle montrait ces dernières années, le toucha profondément. Il s'approcha d'elle et d'un léger signe à Pierre pour qu'il attende, il la conduisit dans un coin plus discret du cabinet. « Ça fait tellement de bien de te voir comme ça, attentionnée, bienveillante avec les autres. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette Pamela-là. » dit-il, les yeux humides. Pamela inspira profondément, visiblement émue. « Oui, j'ai été vraiment trop dure. Et je me suis trompée. Tu avais raison. Il y a des gens bons partout, mon amour. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si ce garçon avait réveillé quelque chose en moi. Quand j'ai regardé ses yeux, quand j'ai vu son honnêteté. » Sa voix se brisa, et Auguste compléta avec délicatesse. « Il a l'âge que notre fils aurait dû avoir. » L'avocate ferma les yeux un instant, sentant le poids du souvenir. Elle déglutit, incapable de répondre immédiatement. Et comme si le temps reculait, elle fut transportée mentalement 10 ans en arrière. À cette époque, Pamela et Auguste étaient de jeunes rêveurs. Ils venaient de terminer leurs études de droit et avaient inauguré leur premier cabinet. Petit, modeste, mais rempli d'ambition et d'amour. Ils étaient inséparables, partenaires en tout, dans la vie, dans les projets et dans les rêves. Le bonheur semblait complet lorsque Pamela tomba enceinte. L'enfant était très désiré par les deux et représentait le symbole d'une nouvelle étape. Mais le rêve se transforma en tragédie lors de l'accouchement. Complications graves, panique, désespoir. Et ce fut Madame Marthe, sa mère, qui lui annonça la nouvelle. « Où est mon fils, maman? Je veux voir mon fils. » implorait Pamela, les larmes aux yeux. « Malheureusement, le bébé n'a pas survécu, ma chérie. » dit Marthe, froidement. Après cela, quelque chose changea en Pamela. Elle se referma. Ce qui autrefois était douceur devint rigidité. La générosité céda la place au contrôle. Dévasté, lui aussi, Auguste tenta malgré tout de rester intègre, généreux. Il souffrait, mais continuait d'essayer de voir la beauté du monde. De retour au présent, Pamela murmura. « Je ne sais pas, mais quelque chose me dit qu'il faut aider ce garçon, Auguste. » L'avocat serra sa main et répondit fermement. « Alors nous allons l'aider, mon amour. » Et ils le firent. Ils emmenèrent Pierre dans une boutique de lunettes et lui achetèrent un nouveau modèle, beau, avec protection spéciale. Ce n'était pas seulement fonctionnel, c'était de qualité, bien supérieur à celui qu'il avait perdu. Cela valait plus que les 1000 € qu'il avait rendus la veille. « Merci beaucoup. Merci infiniment. » dit Pierre, rayonnant, en essayant le nouvel accessoire sur son visage. Sa joie était évidente. Après cela, le couple l'emmena dans un restaurant. Le garçon, qui n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil, s'assit timidement, les épaules rentrées. Mais bientôt il se détendit. Il savourait chaque plat, comme s'il s'agissait d'un banquet royal. Tout en mangeant, il raconta son histoire au couple. Il dit qu'il avait été trouvé bébé dans une poubelle, qu'il avait été élevé par des sans-abri, mais qu'il n'avait jamais eu de vraie famille. Un par un, ceux qui l'avaient aidé disparurent. Faim, froid, maladie, abandon. « Moi-même, je ne sais pas comment je suis encore vivant. » dit-il, simplement, avec un sourire douloureux. Auguste et Pamela échangèrent un regard. Le nœud dans leur gorge était le même. Un silence respectueux s'installa entre eux, tandis qu'ils observaient ce garçon résister avec si peu. Après le déjeuner, en sortant du restaurant, Pierre joignit les mains devant lui et remercia avec sincérité. « Merci pour les vêtements et pour tout. Merci infiniment. » Il commença à s'éloigner. Mais à ce moment-là, quelque chose se produisit. Auguste et Pamela se regardèrent comme s'ils lisaient dans les pensées l'un de l'autre. Et sans avoir besoin de discuter, ils savaient quoi faire. Auguste fit 2 pas en avant et appela. « Attends, tu ne peux pas repartir comme ça. Rester dans la rue. Tu es un enfant, tu dois être dans un endroit sûr. »
Pierre se retourna, hésitant. Je vais aller bien. Je suis habitué. J'ai le ventre plein. J'ai de nouvelles lunettes, de nouveaux vêtements. Je vais aller bien. Pamela fit alors un pas en avant. Pierre, tu as besoin de soins, surtout à cause de ta vue. Pourquoi ne resterais-tu pas quelques jours chez nous? Nous pourrions consulter un médecin, voir s'il existe un traitement. Tu ne peux pas retourner dans la rue comme ça. Le cœur de Pierre se mit à battre plus vite. L'idée de dormir dans un vrai lit, d'avoir une couverture, de la nourriture chaude, c'était tout ce qu'il avait toujours voulu. Mais l'insécurité parla plus fort. Il baissa la tête sans savoir comment réagir. Vous avez déjà fait tant pour moi. Je ne veux pas déranger. Vraiment. Auguste s'agenouilla, posant la main sur son épaule avec fermeté et affection. Pierre, notre maison est grande. Tu ne déranges pas. En réalité, ce serait même bien d'avoir une personne de plus. Le garçon resta silencieux un instant. Le doute était encore là, mais l'espoir commençait à prendre le dessus. Pour la première fois, il sentait que peut-être, juste peut-être, le destin était en train de changer. Le couple millionnaire insista, avec des paroles douces et des regards bienveillants, et, aussi improbable que cela paraisse, le petit Pierre finit par accepter l'invitation. Au fond de lui, il sentait que, pour la première fois, quelqu'un le voyait différemment. Pas comme un fardeau, pas comme un problème, mais comme quelqu'un qui méritait d'être protégé. Et, ironiquement, il le sentait même sans rien voir. Cet après-midi-là, la voiture du couple s'arrêta devant le manoir imposant. En franchissant l'entrée principale, Pierre resta silencieux. Les sons étaient différents, les odeurs étaient douces, et le sol sous ses pieds n'était ni rugueux ni fissuré. C'était comme s'il était entré dans un autre monde. Madame Marthe, la mère de Pamela, était dans le salon, et en voyant la porte s'ouvrir, resta bouche bée devant la scène. Mais qui est ce garçon? Demanda-t-elle sous le choc. Pamela s'avança et répondit calmement. C'est le garçon du portefeuille, maman. Il a tout rendu, il a été honnête. Nous avons compris qu'il avait besoin d'aide, et nous avons pensé qu'il valait mieux le laisser passer quelques jours ici avec nous. Il va aussi consulter un ophtalmologiste pour vérifier son problème de vue. Madame Marthe ne dit rien immédiatement. Elle acquiesça seulement de la tête, froide, gardant les yeux fixés sur le garçon. Mais plus tard, seule avec sa fille, sa véritable opinion se révéla. C'est quoi cette folie de ramener un mendiant à la maison, Pamela? Questionna-t-elle avec indignation. Ce n'est pas seulement un mendiant, maman. C'est un enfant. Un enfant qui a besoin d'aide. J'espère que ton cœur ne va pas redevenir mou. Tu sais très bien que, pour rester au sommet, il faut être dur. Je l'ai toujours dit clairement. Mais il y avait quelque chose de différent dans la voix de Marthe. Elle observait Pierre avec intensité, et lorsqu'il retira ses lunettes de soleil un instant, la femme se figea. Les iris du garçon étaient blanches. Une coloration qu'elle avait déjà vue autrefois, il y a exactement 10 ans. À cet instant, Madame Marthe fut transportée dans le passé. Elle était à l'hôpital. Pamela venait d'accoucher. Il y avait encore de l'espoir, des pleurs, de la vie. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Le médecin, après avoir examiné le bébé, l'emmena dans un coin, loin de la mère. Mon fils? Est-ce que mon fils va bien? Je veux voir mon fils. Implorait Pamela du lit, angoissée, les yeux pleins de larmes. Madame Marthe, en voyant que le médecin tardait à revenir, alla le rejoindre. Elle vit le bébé et se figea. Le nouveau-né avait une couche laiteuse sur les yeux, les deux. L'iris était presque entièrement recouverte. Elle comprit immédiatement. Le bébé était aveugle. Sans perdre de temps, elle fixa le médecin et dit avec fermeté. Vous allez retourner là-bas et dire que ce bébé est mort. Vous direz qu'il n'a pas survécu.
C'était un médecin corrompu qui avait déjà fait des services douteux pour elle. L'argent ne serait pas un problème. Avec une enveloppe bien remplie, il accepta. Quelques minutes plus tard, il retourna dans la chambre de Pamela et dit, avec une expression faussement attristée, « Je suis désolé, le bébé n'a pas survécu. » Auguste, qui arriva peu après, reçut lui aussi le même mensonge, et Marthe fit semblant de consoler les deux. Elle dit qu'elle s'occuperait de tout, des funérailles, des détails. Mais il n'y eut jamais d'enterrement. La vérité est que, cette même nuit, Madame Marthe, seule, abandonna le bébé dans une poubelle. Elle était animée par la haine, par l'égoïsme. Tu ne seras qu'un fardeau. Tu vas gâcher la vie de ma fille, son travail et l'avenir d'Auguste. Ils sont en train de grandir et je ne laisserai pas ce bébé tout détruire. Je n'aurai pas un petit-fils aveugle, dit-elle froidement, avant de laisser le nouveau-né seul, en pleurs, parmi des sacs éventrés et des restes de nourriture. Mais avant de continuer et de découvrir la suite de cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Et vous, pensez-vous que le gouvernement devrait mieux protéger les personnes sans abri? Offrir plus d'assistance? Dites-moi aussi de quelle ville vous nous regardez. Je mettrai un joli cœur à votre commentaire. Maintenant, revenons à notre histoire. Après avoir abandonné le bébé dans les ordures, Madame Marthe façonna sa fille avec des paroles dures, endurcissant son cœur. Elle transforma la douleur de Pamela en froideur. Et maintenant, 10 ans plus tard, elle regardait ce garçon assis sur le canapé de sa maison. Et elle reconnaissait les yeux, les iris blanches, le visage, les gestes. Était-ce le même enfant? Non, ce n'est pas possible, murmura-t-elle pour elle-même. Pendant que Marthe était envahie par le doute, Pamela souriait, innocente, sans imaginer qu'elle pouvait être face à son propre fils, fils arraché de ses bras par sa mère, et qu'elle croyait mort. Peu à peu, l'avocate remarqua le changement soudain de sa mère. « Qu'est-ce qui n'est pas possible, maman? Que se passe-t-il » Marthe força un sourire, se repliant émotionnellement. « Rien, tout va bien. Tout va bien. Je me souvenais seulement que j'ai oublié de prendre mes vitamines aujourd'hui. Mais ça va. » Elle fit un geste affectueux vers Pierre, mais au fond, la panique dominait chaque fibre de son corps. Elle attendit la nuit. Quand tout le monde dormait et que le garçon, enfin, reposait dans un lit chaud et confortable, elle s'approcha silencieusement. D'une main ferme, elle arracha une mèche de cheveux du garçon. Le lendemain matin, déjà avec le matériel génétique en main, elle se rendit dans un laboratoire privé. J'ai besoin que vous fassiez un test ADN entre ce matériel et celui de Pamela et Auguste. J'ai besoin de ce résultat pour hier. Pendant ce temps, la maison était remplie d'une énergie différente. Pamela semblait chaque jour plus proche de Pierre. Elle adoucissait sa voix, riait de ses paroles simples. Auguste, lui, était léger, souriant. C'était comme si la présence du garçon avait comblé un vieux vide. Pierre aussi était différent. Son visage portait désormais de l'espoir, même si, au fond, subsistait la peur. Aussi heureux qu'il fût, il se demandait comment ce serait quand il retournerait à la rue. « Est-ce que je vais réussir à survivre encore une fois dans ce monde ?» pensait-il. Auguste l'appela près de lui. « Aujourd'hui, nous allons chez l'ophtalmologiste. » Pamela s'approcha, enthousiaste. « Nous avons pris rendez-vous avec l'un des meilleurs médecins. Voyons ce qu'il dira de ta condition, Pierre. » Pierre sourit, sans savoir comment remercier. Au cabinet de l'ophtalmologiste, le petit Pierre s'assit entre Auguste et Pamela, les doigts nerveux sur ses genoux. L'endroit était nouveau, avec des odeurs propres, des sons étouffés et des voix douces. Lorsque le médecin entra et s'assit en face d'eux, le silence envahit la pièce. Avec un regard technique mais bienveillant, le spécialiste commença son explication.
Pierre a une condition appelée cataracte congénitale. Le garçon tourna le visage vers la voix, attentif. Le médecin poursuivit. C'est une opacité qui se forme sur le cristallin de l'œil dès la naissance. Cette couche blanchâtre empêche la lumière de pénétrer correctement, rendant la vision trouble ou, dans les cas les plus graves comme le sien, presque nulle. Comme il est resté de nombreuses années sans traitement, la situation s'est beaucoup aggravée. Auguste serra la main du garçon et le médecin conclut. Mais il existe un traitement. Il existe une chirurgie pour retirer cette couche blanche. Je ne peux pas garantir qu'il verra 100% comme une personne sans problème de vue. Mais je peux dire avec certitude, il pourra voir, oui. Nous ne savons pas encore à quel point, mais il y a de l'espoir. C'était comme si le monde s'arrêtait. Pierre porta les mains à sa bouche et, incapable de se contenir, laissa les larmes couler librement sur son visage. Ses pleurs étaient silencieux, chargés d'une émotion indescriptible. Après tant d'années à croire qu'il vivrait toujours dans l'obscurité. Une chance apparaissait. Mais alors, le médecin dit ce que le petit garçon ne voulait pas entendre. Le prix, l'opération, les examens, les médicaments, tout le processus était cher. Très cher. Pierre, le visage encore mouillé, recula mentalement. Le cœur, qui battait jusque-là fort d'espoir, pesait maintenant sous le poids de la réalité. Je ne pourrai jamais payer ça, murmura-t-il, honteux. Mais avant qu'il ne termine sa phrase, Auguste posa la main sur son épaule et dit « Nous allons tout payer, Pierre. » Pamela acquiesça, émue. C'est le minimum que nous puissions faire. Pierre tourna la tête vers eux, sans comprendre. Mais pourquoi? Pourquoi feriez-vous ça pour moi? Auguste sourit. Parce que tu le mérites. Tu es un bon garçon, honnête. Tu mérites bien plus que ce que tu as eu toutes ces années dans la rue. Peu après, Pamela, seule avec Auguste, posa la main sur le bras de son mari et confessa d'une voix basse mais ferme. Et moi, je croyais que je ne ressentirais plus jamais ça. Mais aujourd'hui, je sens que je peux de nouveau m'occuper d'un enfant, que je peux être une mère. Pendant ce temps, dans un autre coin de la ville, Madame Marthe tremblait devant une enveloppe. À l'intérieur, la confirmation de ce qu'elle redoutait le plus, le test ADN. « Non, ce n'est pas possible. » murmura-t-elle, les mains tremblantes. Pierre était bien le fils de Pamela et Auguste. Elle se mit à marcher de long en large, agitée, le visage pâle et la respiration haletante. « Je ne peux pas laisser ce gamin tout gâcher. » Auguste et Pamela ont déjà manqué le travail aujourd'hui pour courir chez le médecin pour lui. Bientôt, ce petit aveugle va détruire le patrimoine de la famille. Et s'il reste, tôt ou tard, ils vont découvrir ce que j'ai fait. Je serai fichu. Et alors, comme si le mal s'emparait de chacune de ses pensées, elle eut une idée perverse. Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a 10 ans. Je ne laisserai pas la malchance s'imposer. Je vais en finir avec ce malheureux. D'une voix glaciale, elle ordonna de préparer un grand dîner pour ce soir-là, et parmi les plats, elle inclut un dessert spécial, de petits pots individuels de mousse, sucrés et appétissants. Elle en mit un de côté, avec une poudre mélangée, le poison. Elle le plaça stratégiquement à l'extrémité droite du réfrigérateur avec une intention claire. Celui-là serait pour Pierre. Mais le destin n'était plus du côté de la méchanceté. Quand Pierre, Auguste et Pamela rentrèrent de la consultation, ils étaient rayonnants. Ils parlaient fort, souriaient, enthousiastes à l'idée que Pierre avait de grandes chances de retrouver la vue. Ils franchirent la porte en riant, commentant les détails de ce que le médecin avait expliqué. Après quelques minutes, Pierre, comme toujours, alla à la salle de bain, guidé par sa mémoire et par les ombres qu'il percevait. Pamela et Auguste, dans le salon, continuaient de discuter avec Madame Marthe. Ils étaient tellement touchés par les derniers jours
qu'ils décidèrent de révéler quelque chose qu'ils n'avaient pas encore dit. Maman, nous devons te dire quelque chose. Commença Pamela. Nous pensons à adopter Pierre. Compléta Auguste. Madame Marthe force un sourire. Vraiment? Quelle merveilleuse idée! Cette maison a vraiment besoin d'un enfant pour égayer le quotidien. Mais à l'intérieur, elle bouillait, Et nous allons fêter ça. dit-elle, tentant de paraître enthousiaste. J'ai préparé un dîner merveilleux. Pendant ce temps, quelque chose se produisait sans qu'elle s'en rende compte. Pierre, en sortant de la salle de bain, eut soif. Il alla jusqu'à la cuisine et ouvrit le réfrigérateur pour chercher de l'eau fraîche. C'est alors qu'il sentit l'odeur sucrée du dessert. Curieux, il tendit la main et trouva les petits pots soigneusement alignés. Il en toucha un. Il en eut envie. Mais sa conscience parla plus fort. Je ne peux pas. Cette maison n'est pas la mienne. Avec précaution, il replaça le pot dans le réfrigérateur. Mais ce faisant, sans le savoir, il changea les pots de place. Le pot du bout n'était plus le même. Plus tard, pendant le dîner, tous riaient, mangeaient, discutaient. La soirée était légère, pleine d'espoir. Pamela et Auguste allaient enfin annoncer à Pierre l'adoption. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Madame Marthe se leva avec un large sourire et interrompit le moment. Attendez. Avant toute chose, vous devez goûter le dessert. Je l'ai préparé avec beaucoup de soin. Elle marcha d'un pas décidé jusqu'au réfrigérateur, ouvrit la porte et dit « Celui-ci, celui du coin droit, c'est pour ce mendiant immonde. » Elle prit le pot et, le cœur battant de méchanceté, pensa « Il n'est pas mon petit-fils. Ce n'est qu'un aveugle immonde. Et il va avoir ce qu'il mérite. » Mais ce que Madame Marthe ignorait, c'est que le destin avait déjà bouleversé ses plans. Et le pot qu'elle tenait maintenant n'était plus le même. Pierre tenait le petit pot de dessert à 2 mains et, même sans bien voir, il sentit l'odeur sucrée et invitante. Il porta la cuillère à sa bouche et commença à manger avec envie, avec plaisir, comme quelqu'un qui n'avait jamais goûté à rien d'aussi délicieux. « C'est merveilleux !» dit-il avec un sourire émerveillé, presque enfantin. Madame Marthe, avec un éclat pervers dans les yeux, répondit avec une fausse douceur. « Tant mieux, mon chéri. C'est moi-même qui l'ai fait, en pensant à toi. » Et sur ce ton sarcastique, elle prit son propre dessert et commença à manger aussi, surveillant chaque mouvement du garçon avec une attention maladive. Mais alors, l'inattendu arriva. Tandis que Pierre terminait son dessert en souriant, sans aucun signe de malaise, ce fut Madame Marthe qui porta la main à sa poitrine, s'étranglant légèrement. Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» murmura-t-elle chancelante. Sa respiration devint courte et haletante. Ses mains tremblaient, sa peau devint pâle et moite. Sa bouche commença à baver excessivement, tandis que ses yeux se révulsaient lentement. Son visage rougit, puis vira au gris. Son corps tremblait, comme s'il recevait une décharge électrique. « Maman! Maman, qu'est-ce qui se passe ?» cria Pamela, paniquée, courant la soutenir. Auguste accourut aussi vers sa belle-mère, essayant de comprendre. « J'appelle une ambulance. » Mais il était trop tard. Madame Marthe s'effondra au sol, écumant de la bouche, les doigts crispés, les veines du cou saillantes. Dans ces derniers instants, entre 2 respirations agonisantes, elle dit avec haine. « Aveugle, maudit. » Le silence tomba sur tous comme une pierre. Peu après, le corps de la femme fut emmené à l'IML. La mort soudaine exigeait des réponses. Et elles vinrent rapidement. Les examens révélèrent des traces de cyanure de potassium dans l'organisme. La confirmation laissa Pamela sous le choc. Du cyanure?
On a empoisonné ma mère. Mais qui aurait fait ça à ma mère? Murmurait-elle désorientée. Le lendemain, en préparant les vêtements de sa mère pour les funérailles, le destin livra tout. Dans la chambre de Marthe, en ouvrant le tiroir de l'armoire, Pamela tomba sur un petit pot. À l'intérieur, une poudre blanche. À première vue, cela ressemblait à du sucre ou du sel. Mais son intuition cria. C'était du cyanure. À côté, une enveloppe. Les mains tremblantes, Pamela l'ouvrit. C'était le résultat d'un test ADN. Le document portait 2 noms familiers, Pamela et Auguste Machado, et le nom d'un enfant non identifié. Résultat, compatible. Le corps de Pamela se glaça, mais le pire se trouvait juste à côté, un vieux cahier à couverture rigide, un journal intime. Page après page, elle lut le récit froid de la femme qu'elle avait un jour appelée mère. Tout y était, chaque détail. Le mensonge de l'hôpital, le bébé aveugle abandonné dans une poubelle, le pot de vin donné au médecin, le plan pour la manipuler afin qu'elle ne pense qu'à l'argent, la froideur avec laquelle elle avait façonné sa propre fille et, enfin, le projet d'empoisonner Pierre après avoir découvert qu'il était le petit-fils qu'elle avait elle-même rejeté. Pamela tomba à genoux sur le sol, serrant le journal contre sa poitrine, pleurant comme une enfant. Auguste entra dans la chambre et courut vers elle. « Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il » Elle leva le visage, inondé de larmes, et dit d'une voix brisée. « Ma mère, c'était un monstre !» Elle raconta tout. Elle lut les pages. Elle montra le test. À chaque phrase, Auguste pâlissait, jusqu'à murmurer sous le choc. « Alors, Pierre, il est notre fils. » Même avec l'horreur qui envahissait leur cœur, une lumière s'allumait en eux. Tout s'expliquait. Le lien, la connexion, le regard, le sentiment qui les habitait depuis le premier jour. Sans perdre de temps, ils coururent jusqu'à Pierre, qui était assis dans le jardin, jouant avec une nouvelle petite voiture. Pamela tomba à genoux et l'enlaça avec force, suivie d'Auguste. « Pierre, fils, tu es notre fils !» dit-elle, la voix brisée. Le garçon ne comprit pas tout de suite, mais peu à peu, les mots prirent sens. « Je suis votre fils ?» demanda-t-il, les yeux embués. Auguste acquiesça en pleurs. « Oui, mon fils, tu l'as toujours été. » Et, même avec la douleur au cœur, Pamela raconta tout ce que Madame Marthe avait fait. Pierre se souvint alors du moment où il avait replacé les pots dans le réfrigérateur. J'ai échangé les pots sans le vouloir. C'était sans le vouloir. C'était pour moi, murmura-t-il, avalant difficilement. Pamela le serra dans ses bras. L'important, c'est que tu sois en vie, mon fils. Et maintenant, plus personne ne te fera de mal. Personne. Pamela refusa d'aller aux funérailles de sa mère. Elle ne mérite pas ma présence. Elle a creusé sa propre tombe, dit-elle fermement. Madame Marthe fut enterrée seule, dans un cimetière quelconque, sans bougie, sans adieu, sans fleurs. Mais de l'autre côté de la ville, une nouvelle vie commençait. Pierre, désormais sous les soins de ses véritables parents, entama le traitement. L'opération fut programmée et quelques semaines plus tard, il entra au bloc opératoire. Quand il se réveilla, la clarté l'aveugla. Ses yeux faisaient mal, mais un léger pansement recouvrait son visage. Quelques jours plus tard, le médecin retira les bandages. Auguste et Pamela étaient à ses côtés. Pierre cligna des yeux et distingua des formes, des silhouettes, des contours. Le monde était encore trouble, mais pour la première fois, c'était le monde. Il leva les yeux devant lui, et face à lui se trouvaient les deux. Je vois, c'est vous, vous êtes magnifique, dit-il, en pleurant et en riant à la fois. Auguste l'enlaça, ému.
Mon garçon, Pamela serra son visage entre ses mains et murmura. Tu es le plus beau cadeau de notre vie. Le temps passa. Pierre ne connut plus jamais la faim. Il ne dormit plus jamais à même le sol. Il retourna à l'école, jouait, riait. Il était aimé. Pamela, voulant réparer les erreurs du passé, créa une ONG pour aider les enfants des rues, leur offrant abri, éducation et amour. Aux côtés d'Auguste, elle eut d'autres enfants, et tous grandirent dans un foyer empli de tendresse, de vérité et de dignité. Pierre devint le grand frère, un exemple. Et même sans voir parfaitement, il apprit à regarder le monde avec une clarté que seuls ceux qui ont vécu dans les ténèbres peuvent comprendre. Commentez « Vision de l'amour » pour que je sache que vous êtes allés jusqu'à la fin de cette vidéo et je mettrai un joli cœur à votre commentaire. Et si l'histoire du petit Pierre vous a ému, j'ai une autre histoire encore plus surprenante à partager avec vous. Cliquez simplement sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran et je vous raconte tout. Gros bisous et à la prochaine histoire émouvante.